À la découverte de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, qui est habilité à fréquenter cet institut, quel en est le mode de fonctionnement? Élément de réponse dans ce journal. L'ONG Programme à réinsertion jeune s'insurge contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de procéder au lancement officiel de l'opération Un jeune, un congélateur. Et puis, c'est ce lundi que l'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre son 20e anniversaire. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à Ouagadougou depuis hier pour prendre part aux festivités. Lundi 20 octobre 2014, vous suivez le journal sur RTI2. Bonjour à tous. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. C'est cet établissement qui a pour mission de recueillir les aveugles et malvoyants, les éduquer et les former. La finalité, faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique. À ce jour, l'Institut compte 150 pensionnaires. Comment cet institut a été mis sur pied? Quel en est le mode de fonctionnement et qui est habilité à y séjourner? Suivons ensemble ce reportage signé Félix Amani et Pargasoro Kone. Hypothèque Yi, ce jeune homme est devenu non-voyant depuis 5 ans. Il est aujourd'hui sans emploi. Pour certaines commodités dues à son statut, il fréquente l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. J'ai une maîtrise en droit public et c'est le jour du concours attaché administratif. C'est ces jours-là j'ai cessé de voir. J'ai fait ma réhabilitation là-bas avec le JAWS, l'ordinateur, avec le serveur vocal. Faire des recherches sur Internet, cela est donc possible pour Hypothèque grâce à l'INIPA. Cet institut créé sur instruction de feu le président Félix Houphouët-Boigny a ouvert ses portes en 1974. L'année 1971 avait été décrétée par l'UNESCO année internationale du livre. Dans l'intention de l'UNESCO, c'était de créer des imprimeries braille. Mais comme le président Félix Houphouët-Boigny a toujours été clairvoyant, il s'est dit, mais même si je construis 10 imprimeries braille pour fabriquer des livres pour des gens qui ne savent pas lire, à quoi cela va servir? Donc il s'est dit, il est mieux de trouver un centre qui va les former et qui va les éduquer. C'est la Caritas suisse qui a donc accepté le principe de financement. Son fonctionnement obéit à un mode bien établi. Il dispose d'une école maternelle et d'une école primaire en son sein. Les pensionnaires du second cycle sont répartis dans les 4 collèges partenaires. Nous avons une école primaire, nous avons des collégiens, mais qui vont dans les lycées et collèges que nous avons choisis. C'est donc des lycées et collèges pilotes pour que nos enfants puissent être pris en charge techniquement parlant. Il y a 2 lycées publics et 2 écoles privées. Les pensionnaires au nombre de 150, âgés de 4 à 30 ans, sont admis à l'Institut sur étude des dossiers. Cela se fait sur un dépôt de dossiers à la direction centrale qui s'occupe des institutions spécialisées, que nous appelons la direction de la promotion des personnes handicapées. Cette direction recueille donc tous les dossiers. Et puis dans le mois d'août, il y a une première commission qui siège avec les directeurs d'institutions pour faire le point des places disponibles. Ensuite, dans le mois de septembre, il y a la commission d'admission qui siège. Et cette commission est constituée du représentant du ministre, des directeurs centraux, des directeurs d'institutions et puis des chefs de services éducatifs et pédagogiques des institutions. Il y a 2 types de cécité, la cécité périnatale et la cécité acquise. À côté de ces 2 catégories, les malvoyants. Il s'agit de ces personnes qui ont une activité réduite de la vue. J'ai été d'abord voyant depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, puis malvoyant au niveau du crépuscule, non-voyant du tout la nuit et voyant la journée. J'ai été frappé par une maladie qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Je suis professeur de mathématiques à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles depuis avril 2009. Kofi Salah a ainsi redonné un sens à sa vie depuis qu'il exerce à l'INIPA. Cet institut qui participe au développement socio-économique des personnes handicapées de la vue. L'État, à travers le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a entrepris certes des travaux de rénovation. Cependant,
Des besoins demeurent notamment l'achèvement de la nouvelle maternelle, la réhabilitation de l'aire de jeu des tout-petits, mais aussi l'extension et l'équipement du dortoir des filles. Le Programme national de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population veulent faire l'état des lieux de la pratique du métier de sage-femme dans le monde. Pour ce faire, ils initient un rapport mondial sur l'activité, rapport qui a pour thème « Sur la voie de l'universalité, le droit de la femme à la santé ». On retrouve Koné Pargassoro. Les hémorragies, l'hypertension artérielle, l'anémie sont des causes médicales avérées des décès maternels. À côté de ces causes médicales, le problème de la qualité des soins et l'accueil se pose avec acuité dans les services de maternité. Pour pallier ces difficultés et améliorer la qualité des soins, la Confédération internationale des sages-femmes a initié depuis 2011 l'étude internationale sur l'état de la pratique de la sage-femme dans le monde. C'est pour lancer ce rapport qui est un outil de plaidoyer. Toutes les stratégies mises en place, tout est dedans. Qu'est-ce que nous faisons? On va voir la disponibilité, l'acceptabilité qui va aller à l'encontre des prestataires de santé. Si je suis dans un village, il faut que je fasse tout pour que je sois accepté par la communauté, pour que la communauté fréquente le centre. Des pratiques qui permettent d'élaborer tous les 4 ans un rapport mondial sur l'état de la sage-femme. Sur la voie de l'universalité, le droit de la femme à la santé a été retenu comme sujet central. Comme nous sommes dans le domaine de la santé et de la reproduction, pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, il faut que là où se trouve une femme, il y ait un agent de santé compétent pour pouvoir prendre soin de ces personnes-là parce que c'est leur droit. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 500 000 femmes meurent dans le monde des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle en 2012 était de 614 pour 100 000 naissances vivantes. Et cette brève avant de poursuivre, après le Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le Nigeria Ebola-free, ce qui signifie qu'aucun cas n'est apparu dans la période d'incubation maximale du virus et que le pays touché en juillet est parvenu à se débarrasser de la fièvre hémorragique. Au total, le virus avait infecté au Nigeria 20 personnes, dont 8 avaient trouvé la mort. La République démocratique du Congo, quant à elle, ne parvient toujours pas à circonscrire le virus Ebola. Des experts américains, en collaboration avec l'UNICEF, optent pour un renforcement de capacité des équipes de prévention dans les centres de traitement. À Boendé, l'épidémie d'Ebola semble se résorber. C'est ici, dans la province de l'Équateur, que la maladie est réapparue il y a 2 mois, faisant une 40aine de morts. Des flambées d'Ebola, la RDC en a connu 7 depuis que le virus y a été identifié. C'était en 1976. Alors, par la force des choses, le pays a acquis un précieux savoir-faire. Savoir-faire que ses professionnels de santé et ses formateurs veulent rendre accessible au plus grand nombre. Maintenant, cette capacité réside dans des personnes, des individus, dans certains bureaux du ministère de la Santé, mais n'est pas systématisée. Donc aujourd'hui, ces formateurs sont en train de travailler pour systématiser toutes les connaissances et les traduire dans des modules de formation. Comment convaincre la population de respecter les mesures de prévention? Comment combattre les idées reçues et les rumeurs? Un millier de volontaires congolais va partir transmettre son expérience au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, 3 pays où le virus était inconnu jusqu'alors. Si nous sommes arrivés à maîtriser, même à contrôler le plus vite possible nos épidémies, parce que nous utilisons la population. C'est la population presque elle-même qui s'approprie la gestion. Les premiers volontaires doivent s'envoler pour l'Afrique de l'Ouest à la mi-novembre. Un jeune congélateur, c'est ce projet qui consiste pour les souscripteurs à s'auto-employer en entreprenant une activité génératrice de revenus à partir d'un congélateur qu'ils auront obtenu. C'est une initiative de l'ONG Programme à réinsertion jeune. Elle vise à contribuer à la réduction du nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire. On en parle avec Arnold Niedo et Serge Coléa. 11 600 congélateurs mis à la disposition de la jeunesse du district d'Abidjan après souscription au projet Un jeune,
un congélateur. Ce projet initié par l'ONG Programme Réinsertion Jeunes vise à réduire la pauvreté en permettant aux jeunes de s'insérer dans le tissu socio-économique. Le secteur informel est pourvoyeur d'emploi. Le projet Un congélateur consiste à non seulement la création d'activités génératrices de revenus sur l'étendue du territoire national. Pour le district déjà, le projet va prendre en compte plus de 112 500 jeunes. À la faveur du lancement des souscriptions au projet Un jeune, un congélateur, le comité de pilotage a expliqué à la jeunesse de Bingerville la démarche à suivre. Payer la somme de 17 000 francs CFA à une banque partenaire à l'ONG, présenter le reçu au comité de pilotage. Ensuite, tout adhérent reçoit un kit composé d'un congélateur, d'un stabilisateur et d'une glacière, de quoi leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le remboursement se fera par paiement de la somme de 1000 francs CFA jusqu'à épuisement du prix d'achat du congélateur. L'ONG Programme Réinsertion Jeunes entend, avec le soutien des autorités, continuer à mener des actions en faveur des jeunes. Son but, améliorer les conditions de vie des populations et réduire significativement la pauvreté. Le directeur général de l'AGEROUTE, Boaké Fofana, initie une série de visites techniques de chantier des ponts en construction à l'intérieur du pays. Charles Tatou, le confrère de RTI Boaké, nous propose les étapes de Béoumi et de Boiflé. La fin du calvaire des automobilistes sur l'axe Boiflé-Daloa n'est plus trop loin. Ce n'est qu'une question vraiment de jours très proches, puisque des travaux de construction du nouveau pont sont pratiquement achevés. L'idée qui émerge, c'est de fermer totalement l'ancien pont à la circulation d'un quelconque véhicule. On va juste le réserver au passage piéton et aux deux roues, c'est-à-dire les motos, les bicyclettes. C'est pourquoi, dans le cadre de la gestion du trafic, on va fermer du côté d'Aloa. Le basculement du trafic sur le nouveau pont doit se faire afin de démarrer la réhabilitation de l'ancien pont. C'est donc pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux que le directeur général de l'AGEROUTE, Boaké Fofana, a initié cette visite technique. Nous constatons que techniquement, le nouveau pont, dans une semaine, il sera prêt et livrable. Je vais en rendre compte à M. le ministre des Infrastructures économiques qui décidera la démarche. Vous voyez, cette zone est assez complexe en termes de circulation. Donc il va falloir engager une campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route et nous allons faire les aménagements appropriés justement pour éviter les zones de conflit ou les réduire au maximum. En plus du nouveau pont, la ville de Boiflé a bénéficié de 7 km de bitume. Coût global de toutes ces réalisations, plus de 8 milliards de francs CFA financés par la BOAD. L'État ivoirien finance les frais de la TVA. Mais avant Boiflé, la délégation de la Direction générale de l'AGEROUTE a visité le chantier des ponts de Béoumi. Ici, il est question de 2 ponts. Plus important, le pont sur le Bandama est réalisé à 35%. En 1972, dans le cadre des travaux du barrage de Kossou, craignant une montée des eaux, on a dû détruire ce pont à l'époque. Donc depuis, les deux parties de cette région avaient du mal à communiquer au point de vue routier. Donc aujourd'hui, on vient rétablir, n'est-ce pas, ce pont. En cela, il a une importance particulière. On estime à plus de 16 milliards de francs CFA le coût global des réalisations. Cette même enveloppe financière prend également en compte les travaux de pose de Vinci-Dalo et de reprofilage de cette voie non bitumée reliant la ville de Béoumi à celle de Konaïri. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, se tient en ce moment la célébration du 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président ivoirien Alassane Ouattara, à l'instar de tous les autres chefs d'État de l'UEMOA, prend part aux festivités. Sachez que ce 20e anniversaire de l'UEMOA a pour thème les voies d'un développement solidaire. À Hong Kong, c'est le retour au calme ce lundi à la veille des négociations entre gouvernement et protestataires. Mais le week-end a été particulièrement violent. 70 blessés et 37 arrestations suite aux affrontements entre forces de l'ordre et étudiants ont été signalés. Nouvelle nuit de violence à Hong Kong. Les policiers ont essayé de déloger les manifestants pro-démocratie dans le quartier de Mong Kok. Une vingtaine d'étudiants ont été blessés et plusieurs personnes interpellées.
Après cette 4e nuit consécutive de violence, les manifestants bloquent toujours plusieurs rues de Hong Kong. Le gouvernement va rencontrer mardi les leaders de la protestation. Et c'est la fin du journal de la mi-journée sur RTI 2. Merci de votre aimable attention. Je serai encore avec vous demain pour un autre journal. Bon après-midi.